cette veille sociale que les DRH doivent avoir. Par ailleurs, ça les met justement un petit peu en conflit avec ce qui se passe et que de l'autre côté, donc ça serait intéressant de mener une enquête. Il faudrait effectivement rappeler qu'il y a quelques jours, un baromètre RH a été mis donc un petit peu en place, et c'est un peu dans la continuité de ce qui a été fait par HR Access. Aujourd'hui, les DRH sont au cœur de la stratégie avec un pourcentage de 50% si je me souviens bien, mais je t'invite à regarder un petit peu tous ces pourcentages parce que ça serait intéressant justement de faire un peu cette comparaison. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Inès Haleb, donc experte en stratégie et management, Columbus. Voilà, la société Columbus Consulting, c'est une fonction RH Business Partner. Et on n'arrêtera pas de parler des RH aujourd'hui, donc le débat va être extrêmement passionnant. Merci. Merci Zayn. En fait, l'objectif aujourd'hui, à travers cette présentation de RH, fonction RH comme étant un business partner, c'est un peu de partager avec vous le résultat de mission que j'avais mené en tant qu'expert en management des ressources humaines, et puis de voir au fait comment, de manière concrète, les RH peuvent être un business partner. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que les RH avaient un rôle de gestion. C'était la gestion administrative, la gestion de l'appel, le recrutement et la formation. Aujourd'hui, ça évolue vers un rôle de business partner qui touche la stratégie, les hommes, les process et les activités opérationnelles. Donc, aujourd'hui, le rôle du RH, c'est développeur des ressources, dans le sens où il anticipe les ressources et les compétences, pourvoit des postes et puis il construit des carrières. C'est un acteur permanent et performant, donc interconnecté, qui met en place des systèmes efficaces et qui crée de la valeur ajoutée. C'est un partenaire des métiers, au fait. Il travaille avec les managers pour la mise en place donc, de stratégies, et c'est un acteur de la dynamique sociale. En fait, pour cela, il y a donc 5 dimensions. Le premier, c'est le positionnement. Le deuxième, c'est l'optimisation du système de management. Le troisième, c'est le développement du capital humain. Et le quatrième, c'est la facilitation des relations sociales des projets. Le cinquième, c'est la mutualisation des services RH Group. Qu'est-ce qu'on entend par positionnement de fonction RH en business partner? En fait, il faut que la stratégie RH découle de la stratégie d'entreprise, qu'on mesure sa performance, construit une feuille de route, qu'on fasse le marketing de cette fonction RH. C'est ce qui permettra de pallier à certaines problématiques évoquées donc, par ma chère collègue tout à l'heure. Et aussi qu'on construise sa communication. Donc ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième, en fait, c'est tout ce qui est organisation du système de management. C'est quand on dit business partner, il faut faciliter, au fait, la DRH à sa stratégie, il faut la mettre du point de vue opérationnel. Et le rôle de DRH en tant que business partner, c'est de faciliter cette déclinaison opérationnelle de la stratégie. Il faut aussi, en fait, analyser et optimiser les systèmes de management. Il faut aussi gérer les conflits. Donc tout ça, en fait, le volet 1 et 2, donc à savoir le positionnement en tant que business partner, plus l'optimisation du système du management, ça constitue la brique stratégique de la fonction RH, et ce, en plus de son rôle traditionnel, qui est donc la gestion administrative, la gestion de la paie, le recrutement et la formation. Donc ça, en fait, les 2 premières briques sont les briques stratégiques que la fonction RH, et nous on intervient en entreprise justement pour faciliter le dialogue avec la direction générale et les managers pour asseoir cette fonction-là, faciliter les relations et puis instaurer ce type d'interaction. Donc je passe là au 3e axe qui découle du volet opérationnel. Donc le développement du capital humain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on doit miser sur les capacités stratégiques de l'entreprise à travers la définition d'une politique d'attraction, donc d'attraction et déjà d'identification
d'attraction, de rétention des talents. Le deuxième axe, c'est on va identifier et planifier de manière proactive les besoins en matière de compétences. Qui motive, et c'est l'une des garanties de la réussite de la fonction RH dans son rôle de business partner, et ce, à part son rôle donc, classique que j'ai cité tout à l'heure. Enfin, pour tout ce qui est un cinquième donc, axe sur lequel travaille donc le RH en tant que business partner, ça serait la mutualisation des services RH Group. Et ça, en fait, c'est spécifique beaucoup plus donc au grand groupe, dans le sens où il doit y avoir une synchronisation entre les différents RH qui sont responsables au niveau du groupe et RH entreprise. Tout ça en étroite collaboration, comme j'ai dit, en tant que business partner, ou dit plus simplement, en étroite collaboration avec les différents managers et les intervenants. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les risques humains et sociaux, on va construire le calendrier social pour les différents projets sociaux et concevoir la documentation sociale et puis élaborer et mettre en œuvre l'accompagnement du changement. Donc, autrement dit, en fait, si je veux résumer de manière beaucoup plus simple, la mutualisation des services RH Group, je dirais que le RH va être un peu le chef d'orchestre, il va avoir comme partenaire les managers, pour appliquer une stratégie qu'il a déjà validée au préalable avec la direction générale de l'entreprise. Il va mettre en place des projets où les employés sont impliqués. Je pense que tous ces ingrédients-là, d'après notre expertise, en fait, moi je suis personnellement à ma 6e mission dans ce sens-là, en essayant de regrouper, d'avoir ces ingrédients-là, on ne peut que réussir en fait le positionnement du RH et le renforcement et l'évolution en fait des RH de son rôle donc classique qui est la gestion pure et simple du personnel, un partenaire stratégique au niveau de l'entreprise et au niveau de la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. Donc voilà, Naïla, je pense que j'étais... Merci beaucoup Inès. Là, je vois que vous respectez vos temps, donc je suis maintenant bien sereine. Donc effectivement, merci beaucoup d'avoir développé les 5 savoir-faire de RH comme business partner, d'être justement concentré sur donc l'optimisation du système de management, le développement du capital humain, la facilitation des relations sociales des projets et la mutualisation des services RH Group. Donc, ce qui nous donne du temps pour le débat, je vais tout de suite donc prendre vos questions et on se fera un plaisir donc de vous répondre. Je vois déjà 1, 2, donc 3, donc 4, donc on va aller jusqu'à 5 et on va aller jusqu'à 6 et je m'arrête là. Il y a une main qui est tout à fait derrière, mais je ne la prendrai que si on arrive déjà à donner satisfaction aux 6. Je passe tout de suite la parole à la première question. Le micro par là, s'il vous plaît. Le micro par là, s'il vous plaît, qu'on ne perde pas de temps et qu'on le gagne pour que les gens répondent. Je vous demanderai d'être bref, concis, clair, précis, je vous en prie. Que le micro marche, s'il vous plaît, Slimane, s'il vous plaît. J'aimerais Muslim. Ma question s'adresse directement à M. Louadi. Comment intégrer réellement le data mining et le data warehouse dans la stratégie ressources humaines? Et une autre question, l'ERP peut-il être une thérapie de choc post-révolution? Quelles sont les opportunités et les menaces? Et merci. Deuxième question. Là, je n'arrive plus à m'orienter. Il y en avait une, donc allez-y. Celui qui a le plus de célérité à prendre le micro. Comme ça, on arrivera aux 6. Donc, je pose la question. Merci. Excusez-moi, je vais être très rapide. Je m'adresse à Mme Aïda Mokhris, qui a parlé de contradiction dans le rôle de DRH, qui est en même temps conseiller des opérationnels et contrôleur des opérationnels. Moi, je dirais cette fonction de contrôleur des opérationnels
si elle est placée dans un contexte non pas de je te contrôle pour te prendre en flagrant délit, mais je te contrôle pour t'aider à mieux à mieux jouer ton rôle de RH de ton équipe, parce que comme a dit Zeynep, comme vous avez dit aussi, on est tous des RH quelque part de son équipe. Et donc, si on place le contrôle dans l'accompagnement pour mieux faire, la boucle est bouclée. Merci. Donc, Question suivante, s'il vous Inès plaît. Daoudi, donc enseignante-chercheuse à l'ISG Tunis. D'accord. Donc, en fait, c'est toujours un plaisir d'assister aux présentations de Sidi Mohamed El Ouedi, donc les présentations pleines de dynamisme. Un peu plus fort, et qui nous envoient beaucoup d'ondes positives, donc du subliminal. Donc, l'année dernière, à la Reality Mining cette année, donc, vous nous avez fait voyager dans les réseaux sociaux. Eh bien, en fait, moi, ce qui m'a interpellée tout à l'heure de votre présentation, ce sont, et là, en fait, je partage la question de la remarque du monsieur, ce sont les enjeux et les effets en termes de contrôle, de surveillance, de disciplinarisation et de normalisation, donc que génère l'utilisation de ces badges sociométriques ou sociomètres dans les organisations. Et tout le monde, en fait, on connaît tous la polémique autour de l'utilisation de certains dirigeants occidentaux, donc d'informations privées, d'informations personnelles publiées dans les pages Facebook de leurs salariés, à leur insu, bien évidemment, pour les mettre en cause, pour les sanctionner. Et d'ailleurs, ces salariés ont eu gain de cause, donc, à la fin. Donc voilà, en fait, je voudrais vous interpeller par rapport à ça, je voudrais avoir votre analyse là-dessus. Merci. Merci. Question suivante. Oui, par là, et puis on passe de ce côté. Maître Badirat, avocat et activiste politique indépendant. La GRH est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Moi, je suis fasciné de l'expérience allemande et japonaise. Après-guerre, leur entreprise, ils ont construit une économie allemande et japonaise connue dans le monde. Pourquoi vous n'êtes pas inspiré? Peut-être nos politiciens ne vous connaissent pas. Moi, je suis fier de vous. On a des compétences extraordinaires. C'est une découverte pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Peut-être nos politiciens, nos décideurs politiques ne vous connaissent pas. Cette phase après révolution, cette phase transitoire, pourquoi la GRH a échoué, c'est-à-dire en Tunisie, parce que notre économie souffre beaucoup. On vit une crise très aiguë. On est au bord de la faillite. On est peut-être... Est-ce que vous avez des réponses, des éléments des réponses? Est-ce que... pourquoi on n'a pas suivi l'expérience allemande et japonaise dans notre expérience tunisienne? Merci. Merci, ça serait une question à poser aux technocrates, mais merci beaucoup. Donc, à la question suivante, c'est une reconnaissance des talents tunisiens, c'est extrêmement intéressant. Mais je passe tout de suite la parole. Merci. Monsieur Rabi Meldi, représentant de GRH Algérie. Ma question est très courte et très simple, et elle s'adresse à Madame Aïda et Madame Inès. J'ai constaté que vous avez focalisé vos interventions sur le responsable de la gestion de ressources humaines, et je crois que vous avez négligé complètement, c'est-à-dire que le responsable de cette fonction est une personne humaine qui prend en considération ses angoisses quand il est en face des situations très complexes, et surtout concernant la situation actuelle en Tunisie, quand on entend qu'on est dans une phase de transition. Je vous remercie. Merci, je prends encore une question par là, et on avait 6 ou 7, donc allez, là c'est l'autre fille, et puis après ça sera, on vous la donnera la parole. Oui, non, c'est pas avec moi. Merci, donc l'autre fils Limène, je suis enseignant à l'ISKE, bien sûr, en droit de la réforme aussi. Donc en fait, je vais faire le lien entre les interventions de ce matin et de cet après-midi, et je ne suis peut-être pas d'accord, tout à fait d'accord avec toi, Zayn. Moi, je ne suis plus serein, honnêtement, dans quel sens? Dans le sens où ça devient, mais alors là, très, très compliqué ces derniers temps, dans la mesure où un constat maintenant est fait,
Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être reconfigurer donc, les outils, les méthodes et la façon d'agir donc, des RH aujourd'hui. C'est parce que nous sommes devant une réalité maintenant qui est la suivante, c'est qu'il y a une bipolarité réellement au niveau de l'entreprise. On a, certes, et ça se confirme de plus en plus au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des talents au-dessus et il y a des gens qui exécutent en bas. Et puis tout le discours autour donc, de l'implication, autour donc, de la fidélisation, tout ça, ça ne prend plus à la limite. Il faudrait peut-être réinventer d'autres outils parce que la réalité est tout à fait autre. Et ce qui a été souligné par Mme Zrel ce matin, donc ces concepts qui traduisent un peu la réalité d'aujourd'hui et qui également reconfigurent les réalités au niveau de l'organisation, font qu'aujourd'hui le discours RH traditionnel ne tient plus. Fidéliser, former, essayer dans la mesure du possible d'impliquer tout ça. Dans quelle logique quand la logique, à la limite, au niveau de l'organisation et au niveau de la hiérarchie, il y a une continuité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'entreprise? C'est qu'il y a réellement cette polarité ou bipolarité, donc qui fait qu'il faudrait peut-être trouver autre chose que ce que nous sommes en train de dire même et de souligner dans le cadre de nos cours. Il y a réellement à réfléchir également sur le lien à établir. Est-ce que c'est toujours donc le lien psychologique ou le lien social tel qu'il a été fondé donc sur le compromis fordien? Tout ça est à repenser. C'est pour cela que d'ailleurs le constat est fait. D'ailleurs aujourd'hui même donc la GRH est au cœur de la stratégie. Donc l'ARFORG a organisé pas mal de je dirais de rencontres qui veut un peu dans le sens pour dire que nous sommes réellement devant une réalité insaisissable. Donc le RH face aux attentes d'équité, le bien-être, c'est dire que réellement nous sommes à la recherche réellement de quelque chose, d'une assise. Et l'assise, on n'arrive pas à la retrouver. D'ailleurs, il faudrait peut-être aujourd'hui penser à ça d'abord, comprendre notre réalité et puis par après agir en conséquence. Parce que la réalité que nous sommes en train, pour laquelle nous voulons à la limite appliquer donc, des recettes d'antan, entre guillemets, cette réalité-là, elle est insaisissable, on n'arrive pas véritablement à la saisir comme il se doit. Je vous remercie. Merci. Lotfi, ce n'était pas une question, c'était éventuellement un constat. Et je passe donc à la question suivante. Merci. Bonjour et merci pour m'avoir autorisé à poser ma question. Donc je remercie encore tous les participants pour les informations et aussi pour l'énergie positive et l'optimisme. Donc j'ai une question pour M. Oueli. Pour les badges sociométriques, est-ce qu'elles sont acceptées lors d'une thèse ou bien une thèse lors des projets académiques? Et j'ai une question partagée entre Madame Boukhris et Madame Inès Haleh. Concernant les rôles contradictoires d'un responsable ressources humaines, est-il possible de trouver une solution, par exemple, pour élargir un peu la fonction ressources humaines, ou bien déléguer des tâches sous forme de sous-traitance pour les cabinets? Donc, il y a aussi la question pour la protection de la stratégie de l'entreprise. Comment protéger les secrets d'une entreprise, en même temps faire de la sous-traitance? Merci. Merci de toutes ces questions. S'il n'y a plus personne, on passe aux réponses. Donc là, je regarde, hein, je cherchais 24 points, mais c'est bon. Donc on va commencer par Madame Aïda pour les réponses. On va de droite à gauche, hein, si je veux. Ça aurait été mieux de gauche à droite, mais de droite à gauche, c'est très bon. Alors, juste par rapport, quand j'ai utilisé le terme de contrôle, le terme de contrôle, c'est pas en fait la DRH qui contrôle. C'est pas excusez-moi. Ça va, c'est bon là? Oui. Donc, c'est pas du tout, quand j'ai parlé de contrôle, c'est pas du tout le contrôle du DRH vis-à-vis des salariés ou des employés de l'entreprise. C'est le rôle du contrôle du DRH par rapport aux managers qui doivent faire leur mission de ressources humaines. Quand le plan de formation n'est pas fait, quand chaque chef d'atelier ou de service ou de je sais quoi doit faire son plan de formation et qu'il n'est pas prêt, c'est le DRH qui se fait un peu taper par les mains.
Quand l'évaluation semestrielle ou annuelle n'est pas faite, c'est le DRH qui doit courir derrière les autres managers pour pouvoir récupérer les papiers, pour faire tout ce qui est système d'information en fait. Donc c'est complètement dans ce sens, c'est pas du tout dans le sens le DRH qui contrôle les employés. Mais c'est clair, s'il donne entre guillemets du travail au manager, il a quand même un rôle de contrôleur ou disons un rôle de rappel qu'il a à faire vis-à-vis de ses managers. Donc, c'est vrai que le DRH, qui l'écoute? Honnêtement, là, j'ai pas de réponse. Je sais même pas. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il est écouté? Il peut se plaindre, mais moi, je pense que malheureusement, il n'y aura pas d'écoute active par rapport au DRH. Il peut se plaindre à la direction générale, puis je connais, mais à part voilà. Il n'y a pas honnêtement de solution concrète, à part peut-être l'envoyer, lui donner quelques jours de vacances, l'envoyer chez un psychologue, voir un psychiatre pour se défouler un petit peu. Sinon, je ne vois pas qui dans l'entreprise pourrait avoir une écoute active vis-à-vis des problèmes des DRH, et je pense, à mon sens, ils en ont de plus en plus. Pour les solutions, pour la dernière question, il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est clair qu'entre l'informatisation, entre la sous-traitance, même si moi j'ai, franchement, vis-à-vis de la sous-traitance qui concerne les RH, j'ai quand même certaines grandes réserves, on va dire. Les rôles sont nombreux et le DRH est malgré tout amené à les mener. Maintenant, quand on a une bonne équipe RH, je pense que par la délégation à cette équipe RH, le DRH peut se libérer et aller directement vers le stratégique en laissant éventuellement à ses collaborateurs des rôles un peu plus administratifs, etc. Et dernière question, pourquoi ne pas appliquer les recettes ou les réussites, on va dire, japonaises ou allemandes? Parce que le travailleur tunisien n'est ni japonais ni allemand, il a sa propre culture, et ce qui a marché au Japon risque de marcher très très fort en Tunisie en fait. Voilà. Merci. Merci à toi, Mohamed. Ça marche là? Oui, mais vous m'entendez? Je vais essayer de répondre aux questions telles que je les ai comprises. Si, Muslim, vous avez posé des questions sur le data mine et le data warehouse, sur la stratégie ressources humaines, c'est en fait une question qui rapporte tout à ma discipline, le système d'information. C'est comment on utilise les données et les informations pour avoir un impact sur l'entreprise. Alors, il est très important toujours d'analyser les données. Alors, la manière dont on va le faire, ce n'est pas la faute de la technologie. La technologie est toujours neutre, elle est là, on l'utilise comme on veut. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'utiliser comme toujours. La bonne manière, c'est d'essayer de collecter le maximum d'informations pour faire des recoupements entre ce que l'employé pense comme citoyen et essayer en même temps aussi de faire du marketing ressources humaines, ce qui a été déjà une entreprise. Je connais une entreprise tunisienne qui en fait un très bon usage. Chaque jour, avant de quitter son poste, l'employé va répondre à 3 questions sur son poste. Est-ce qu'il est satisfait de sa journée? Est-ce qu'il est satisfait de son travail ce jour-là? Est-ce qu'il est satisfait de lui-même? Puis une 4e, est-ce qu'il est satisfait de ses collègues? En général, sans nommer personne. Et l'information est collectée 365 jours de l'année jusqu'au jour où lui doit être évalué, ou elle. Et on fait une évaluation de 360 degrés. Et à ce moment-là, on va savoir ce que les autres pensent de cette personne-là. Et vous imaginez ce qui va se passer quand la personne est satisfaite d'elle-même et que personne ne l'est d'elle-même. Et donc c'est en fait qu'on essaie de recadrer, faire en sorte qu'il y ait une bonne personne au bon endroit, et ce n'est pas un cliché. Et la personne peut ne pas être satisfaite, et en fait les autres peuvent être satisfaits de cette personne. C'est que la personne n'est pas au bon endroit. Il ne s'agit pas de l'évincer ou de la disqualifier, mais de trouver le bon endroit où la personne se trouve, de sorte que sa propre satisfaction avec elle-même et la satisfaction des autres avec elle-même coïncident. Donc voilà l'usage qu'on peut faire des données qu'on collecte, et non pas tant pour espionner, parce que finalement ça ne va jamais trop loin. Je n'ai pas très bien compris la question sur les opportunités et les menaces ERP. Je vais essayer quand même de répondre à ce que j'aurais deviné la question. Les ERP, c'est des systèmes qui sont très très gros et très très importants. On les appelle les logiciels d'entreprise. En fait, ce sont des entreprises. Et comme vous le savez, plus c'est gros et plus ça monte, et plus ça tombe, plus ça fait de bruit. Et donc, quand un ERP ça ne marche pas, c'est grave. Et en fait, il y a pas mal de cas
où nous avons les premières instances de faillite assistée par ordinateur, de faillite assistée par logiciel, des ERP qui ont causé la disparition nette de l'entreprise. Donc il faut faire très attention, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un logiciel genre Word, Excel qu'on installe et puis c'est fini. Un ERP, c'est en fait un système qui est entré dans les entranchements de l'entreprise, au très fond de l'entreprise, et comme je vous l'avais dit, si ça ne marche pas, ça ne marche pas pour de bon. En réponse à la question de ma très chère et estimée collègue, les enjeux, les contrôles. Ce n'est pas en fait une question qui se pose maintenant. On a posé la question lorsqu'on a installé les premières caméras. Les premières caméras dans les magasins, et vous connaissez tous l'histoire qui a été racontée sur l'espionnage des employeurs vis-à-vis de leurs employés. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'habitue très bien. On peut savoir qu'il y a une caméra qui surveille, puis les premiers jours, les premières heures, on est gêné, et après, on s'y habitue, et puis ça devient une affaire habituelle. C'est la même chose avec les instruments dont nous parlons ici. Et en fait, le thème récurrent, la sempiternelle question, c'est Big Brother watching you, la question de Monsieur Orwell. Ben oui, la question n'est plus une question. Big Brother is watching you. Et parce que nous sommes en train de tout faire pour ça. Et je suis toujours étonné de voir que les gens se demandent pourquoi on les surveille, alors qu'en fait, ils font comme le petit poussé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit poussé. Le petit poussé, lui, c'est lui qui, en fait, il a semé les graines de pain. Et il s'étonne après qu'on le retrouve. Quand on va sur Facebook, quand on va sur le web, quand on va sur Google, on sait pertinemment bien que ces informations-là sont enregistrées. Et je vois des gens qui répondent à des questions qui sont absolument bizarres. Et je vous donne un exemple. C'est-à-dire que les gens sont contents, en fait, c'est comme un peu à la mairie ou à la municipalité, on fournit des informations sur un formulaire et on tourne la page cherchant s'il n'y aurait pas d'autres questions. Et on cherche à répondre à des questions qui, en fait, n'ont aucun sens. Je me demande jusqu'à aujourd'hui pourquoi on me pose la question, après le numéro de la carte d'identité, quand elle a été délivrée, et surtout par qui. Je vous demande qui délivre les cartes d'identité en Tunisie. Est-ce que c'est mon surveille? Est-ce que c'est... Alors on pose la question, qui t'a délivré la carte d'identité? Et quel est son numéro? Et en plus, quelle est la date? Et les gens répondent. Ils répondent à des questions très bizarres sur Facebook. Je vais vous en donner un exemple, je suis sûr que la moitié d'entre vous ont déjà répondu à la question. Êtes-vous intéressé par homme ou femme? C'est quoi cette question? Et chaque fois que j'ai une invitation de quelqu'un que je ne connais pas, je vais voir par qui il est intéressé. Je suis très déçu lorsque la personne qui s'intéresse à moi ne s'intéresse qu'aux femmes généralement. Et après on s'étonne qu'on sache des informations sur nous. Donc, oui, on va nous surveiller, et on va nous surveiller dans la mesure où nous, on veut bien le laisser faire. Pour la question au fond, je n'ai pas saisi votre nom. Je crois que votre question a à voir avec une thèse, la thèse. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut utiliser... Est-ce qu'on peut utiliser les bases de géométrie lors des travaux d'une thèse, des travaux académiques? Comme sujet de thèse? Non, dans mesure des variables. Oui, bien sûr, oui, mais en fait, si vous allez voir, je vais laisser d'ailleurs les diapos à la discrétion, vous allez voir que la plupart des choses que j'ai dites viennent de recherches effectuées utilisant ces outils-là. Donc des recherches publiées sur lesquelles vous pouvez vous baser dans votre vie de la littérature et faire une thèse. Et vous serez la bienvenue pour le faire. Et je vous encourage d'emblée. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Merci. C'est pour répondre à la question de maître de l'avocat, donc par rapport au modèle allemand ou japonais, etc. C'est vrai que le modèle allemand est un modèle très typique et qui a très bien fonctionné l'économie sociale du marché. Mais encore une fois, c'est un modèle où il faut, vous, politiciens, activistes et à niveau gouvernemental, éventuellement en suivre. C'est un modèle qui est basé sur justement la liberté